Merci Xavier, merci aux intervenants précédents qui ont pas mal posé le cadre, apporté des éléments que j'avais dans la présentation aussi, mais ça me semble absolument pas un problème parce qu'on parle de choses qui sont un petit peu complexes et que répéter me semble pas vain du tout. Moi, je suis Raphaël Claus, j'interviens au nom d'Île-de-France Énergie, qui est une société classique par certains côtés, originale par d'autres. Classique parce que c'est une entreprise qui intervient pour les copropriétés comme une entreprise privée, sauf que notre capital est majoritairement public. On appartient à la région Île-de-France, à la ville de Paris, à la Caisse des dépôts. Et le but, je l'ai décrit après, c'est de rendre possible, faisable des projets qui autrement seraient assez complexes. Donc les rendre le plus simple possible en apportant tout en un solutions techniques et financières. Et donc, notre équipe, elle est composée de personnes qui ont des compétences techniques, comme des diplômés en architecture, des ingénieurs thermiques fluides et des spécialistes des questions financières, des spécialistes de l'accompagnement en copropriété. On est parti de ce qui motive les copropriétaires. Ça a été dit notamment dans la table ronde d'introduction. Une des principales motivations, c'est pas forcément l'énergie, c'est pas forcément les économies d'énergie. Moi, ce que je constate le plus parmi les copropriétaires qui viennent nous voir, c'est notre copropriété commence à être vieillissante. Souvent, c'est parce qu'elle a besoin d'un ravalement de façade à court terme ou à 4-5 ans. Hein. C'est pas forcément une propriété qui est en train de s'effondrer, mais il va y avoir besoin de faire un ravalement dans quelques temps pour raison d'entretien, pour raison esthétique. Et donc, on s'interroge sur l'isolation. Et on va en profiter pour regarder tous les éléments du bâti et des équipements qui sont aussi vieillissants et qui pourraient en profiter pour être renouvelés et améliorés du point de vue énergétique, mais pas seulement. Ça a été cité, on a des enjeux patrimoniaux et esthétiques qui sont importants, des enjeux de normes incendie, de handicap, etc. L'autre élément qui vient très souvent, en plus de ce côté entretenir la copropriété, c'est le confort. J'aurais peut-être dû le mettre au même niveau parce qu'on le voit aussi souvent. Les gens qui viennent nous voir, la majorité du temps sont des gens qui nous disent certains dans notre copropriété ont trop froid ou certains ont trop chaud l'hiver, ça existe aussi, et malheureusement de plus en plus souvent ont trop chaud l'été. Donc toutes ces problématiques de confort sont au cœur de la rénovation énergétique ou globale. On considère vraiment que c'est la même chose. Faire une rénovation globale, une rénovation énergétique, c'est prendre un bâtiment ancien et le mettre au niveau d'attente d'un occupant ou d'un acheteur de 2025, de 2030. Donc c'est préparer pour le futur, c'est l'adapter aux normes qui viennent. Évidemment, ces questions d'économie d'énergie sont pas négligeables. Elles sont souvent un peu secondaires pour beaucoup de copropriétaires, mais elles sont souvent importantes pour ceux qui mènent le projet, les leaders. Pour beaucoup, ceux qui sont autour de la table virtuelle aujourd'hui, ces questions d'économie d'énergie, et je pense qu'on l'a peut-être pas assez cité, de changement climatique, puisque même si à l'échelle du bâtiment, c'est beaucoup une question de confort, de prise de valeur, de gestion du bien, à l'échelle collective, s'il y a des politiques là-dessus, c'est parce qu'il n'y a pas un scénario qui nous sort de la menace énorme du changement climatique sans rénovation très globale et très ambitieuse des bâtiments. Donc, les autres enjeux sont importants, mais là, on a un enjeu de société et un enjeu de civilisation. Je pense qu'il ne faut pas se tromper dans la priorisation des enjeux. Et puis, dans les normes, j'ai cité incendie, handicap, etc., tout ce qu'on peut embarquer au moment où on fait sa rénovation énergétique. Il y a aussi le fait que sur les questions énergétiques, il y a de plus en plus de réglementations qui se mettent en place. On parle beaucoup des aides, donc de MaPrimeRénov' copropriété, les C2E qui sont aujourd'hui très élevés quand on fait au moins 35% d'économie d'énergie. Il y a aussi, en plus de cette carotte, le bâton, entre guillemets, avec des interdictions de mise en location pour les classes F et G à partir de 2028, avec des obligations d'afficher cette appartenance aux classes F et G dans toutes les annonces immobilières dès 2022. Donc, il y a beaucoup aussi d'obligations et de contraintes. Vous savez aussi qu'il est obligatoire d'isoler lorsqu'on ravale. Sauf si on peut démontrer que pour raison patrimoniale ou économique, on ne devait pas le faire. Mais par défaut, on doit ravaler. C'est assez mal connu, mais faire un ravalement sans isoler, c'est passible de 45 000 euros d'amende pour l'architecte, pour la copropriété, pour les entreprises de bâtiment. Et c'est plus avec un cas de récidive. Alors, toutes ces raisons-là, toutes ces motivations à faire des rénovations énergétiques, eh bien, elles ont un impact sur le prix, puisque des acheteurs, des occupants potentiels vont regarder l'étiquette énergie, ça a un impact sur le prix. Ça a été un petit peu évoqué pendant la table ronde d'ouverture. Les notaires mesurent cette prise de valeur, ce qu'on appelle la valeur verte.
Malheureusement, on oublie de dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle une décote grise, c'est-à-dire un bien dans les meilleures classes énergétiques vaut plus que des biens équivalents dans les classes moyennes, mais ça veut aussi dire que des biens dans les moins bonnes classes énergétiques valent moins. Et c'est quelque chose qui a tendance à augmenter. Donc, il y a à la fois valeur verte et décote grise. Et je pense que beaucoup de copropriétés se lancent dans des rénovations par crainte de partir dans une spirale de dégradation de décote grise. En Île-de-France, par exemple, on constate 15% d'écart de valeur entre les meilleures et les moins bonnes classes énergétiques, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire pour des biens de même classe, même emplacement, même état, etc. Donc, c'est l'impact seul de l'étiquette énergie. Et vous pouvez imaginer ce que fait 15% sur un bien à 300 000 euros, par exemple, ça fait 45 000 euros. Donc, on parle de montants extrêmement importants. Sauf que même si c'est extrêmement souhaitable, ça peut être difficile à mettre en place. Il y a plusieurs freins à la rénovation énergétique. D'abord, les mécanismes de prise de décision qui sont complexes, parce que la maîtrise d'ouvrage, le décideur est multiple. Ensuite, il y a la difficulté à coordonner plusieurs intervenants. Vous n'êtes pas des professionnels, vous avez d'autres choses à faire. Et donc, quand vous avez à piloter à la fois un architecte, un bureau d'études, un AMO, une banque et encore d'autres prestataires souvent, vous vous retrouvez en difficulté à être pilote d'une opération vous-même, ce qui n'est pas votre vocation a priori, vous avez d'autres choses à faire de vos week-ends et vos soirées. Il est aussi difficile souvent de réunir les financements puisqu'en copropriété, tout le monde doit payer. En maison individuelle, quand on se lance dans les travaux, c'est parce que une personne, souvent deux personnes au couple, décident que c'est le bon moment pour eux pour faire ces travaux. En copropriété, c'est la majorité qui décide. Mais tout le monde doit payer, y compris ceux qui pensent ne pas avoir de possibilité de payer. Donc, il faut absolument des solutions de financement pour tout le monde. Excusez-moi. Bon, je vais pas lister les différentes difficultés qui font que c'est parfois difficile de se lancer dans les gros travaux en copropriété et qui font que souvent, les copropriétaires se décident seulement, excusez-moi, décidément, seulement à faire de petits travaux et rate d'une part les aides à 35%, mais si le gouvernement a mis en place des aides quand on fait 35% d'économie d'énergie, c'est pour une raison simple, c'est que c'est ça qui est souhaitable, c'est que la rénovation globale est beaucoup plus performante du point de vue des économies d'énergie et de la prise de valeur. Il est toujours plus souhaitable de faire des grosses rénovations globales qui transforment le bâtiment que du petit bricolage où on va toucher à un petit bout du bâtiment. Et pour essayer de répondre à cette problématique, eh bien, ce que nous avons créé, c'est un modèle où on essaie de tout intégrer pour votre compte, de gérer toute la complexité pour vous, où vous vous appuyez sur un ou une chef de projet chez nous, qui est votre point de contact principal, qui est une personne que vous connaissez bien rapidement, avec qui vous créez une relation de confiance, qui connaît par cœur les fonctionnements des copropriétés, qui connaît par cœur la technicité des projets de rénovation architecturale, énergétique, et qui va s'appuyer sur 3 experts en interne en général, mais vous verrez tout à l'heure que si vous souhaitez que ce soit pas des experts de chez nous derrière, on peut s'appuyer sur d'autres, mais normalement, c'est des experts de chez nous, qui sont l'ingénieur financier, l'architecte qui va assurer la maîtrise d'œuvre architecturale, et l'ingénieur thermique et fluide. Donc, c'est tous ces métiers qui vont permettre de réussir une rénovation en copropriété. On parle beaucoup depuis tout à l'heure d'AMO, donc assistant à maîtrise d'ouvrage, souvent celui qui accompagne, et de maître d'œuvre, celui qui définit les solutions techniques, qui met en concurrence les entreprises. En gros, sur ce schéma-là, à gauche, en orange, vous avez la copropriété. En bas à droite, celui que j'ai appelé maître d'œuvre architectural et ingénieur thermique fluide vont être ce qu'on appelle des maîtres d'œuvre. Maître d'œuvre sur la partie bâtiment, c'est l'architecte. Maître d'œuvre sur la partie chauffage, ventilation, c'est l'ingénieur thermique fluide. Et les deux autres, la conduite de projet et l'ingénierie financière, c'est plutôt ce qu'on va appeler de l'AMO. Comme c'est des termes un petit peu techniques, notre choix, ça a été de dire on vous fait tout et vous n'avez pas à vous demander qui fait quoi. Surtout, vous n'avez pas de problème sur le à qui je vais demander ça, à mon architecte, à mon bureau d'études, à mon AMO. Vous nous demandez à nous. Si vous êtes content, vous nous dites merci à nous. Si vous n'êtes pas content, vous nous engueulez nous. Mais au moins, il n'y a qu'une tête et pas besoin de piloter, de coordonner plusieurs intervenants. Le maître d'œuvre, je l'ai dit, ça va être un architecte en général ou un maître d'œuvre architectural pour la partie bâtiment et un ingénieur thermique fluide pour la partie des lots ventilation chauffage. Son métier, ça va être de dessiner pour l'architecte, donc de donner l'apparence nouvelle en partant de l'existant. On a beaucoup parlé de patrimoine dans la table ronde d'ouverture. Il faut surtout, à mon avis, beaucoup partir des besoins et des attentes des copropriétaires. C'est leur bien, c'est souvent tout ce qu'ils possèdent et c'est eux qui vivent dans ce logement. Donc, beaucoup partir de leurs attentes en termes de confort et d'esthétique, prendre en compte les contraintes patrimoniales et ensuite en faire des dessins
qui conviennent aux copropriétaires et surtout des dessins qui vont être compréhensibles par le copropriétaire. On travaille pour des non professionnels, ils doivent pouvoir se projeter dans ce bâtiment. Ensuite, faire la rédaction des solutions techniques, rédiger un cahier des charges et aller consulter les entreprises pour trouver les meilleures entreprises, ce qu'on appelle souvent le mieux disant. Il ne s'agit pas de prendre la moins chère, il s'agit de prendre la moins chère à bon niveau de qualité. On peut dire aussi le meilleur rapport qualité-prix en gros. Et pour recommander ces entreprises-là sur chacun des lots, pour l'isolation par extérieur, l'isolation de la toiture, la chaudière, les fenêtres, etc., eh bien, on va aussi associer les copropriétaires. On fait des auditions et on va toujours proposer à des copropriétaires d'être là pour qu'ils se rendent compte de la pertinence et de la qualité des entreprises. Il y a un problème souvent en copropriété, c'est que comme ce sont des non-professionnels, les copropriétaires ont parfois tendance à choisir le moins cher sans regarder la qualité. Eh bien, on les associe, ce qui permet de retenir les entreprises du meilleur rapport qualité-prix. Et sur la maîtrise d'œuvre thermique et fluide, ça va être un peu la même chose. Aller définir les solutions techniques et retenir les meilleures entreprises sur le chauffage et la ventilation. Sur l'ingénierie financière, bien le principe, ça va être à partir de 1, 2, 3 scénarios de travaux que vous avez établis avec l'architecte, l'ingénieur thermique fluide, eh bien, on va vous dire combien devrait coûter ce programme de travaux. Donc, estimation de coût et combien d'aides peuvent être mobilisées. Les aides peuvent être des aides collectives, MaPrimeRénov' copropriété, on en a parlé, les coups de pouce C2E ou les C2E. Parfois, il y a des aides locales, des aides qui sont spécifiques. Certaines, à Paris ou dans l'Essonne, mettent l'accent sur les matériaux biosourcés, d'autres à d'autres endroits vont mettre l'accent sur les ménages à bas revenus. Donc ça, c'est les aides locales. Des aides individuelles qui, dans ce cas-là, vont souvent bénéficier aux ménages sous conditions de revenus. J'ai donc oublié de préciser que les aides collectives, par définition, elles bénéficient à tout le monde. Proportionnellement au tantième. Tout le monde, quel que soit le niveau de revenu, les riches, les moyens, les pauvres, mais aussi quel que soit le statut d'occupation, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, et même quelle que soit la nature du lot. Des lots commerciaux peuvent en bénéficier. Alors vous verrez qu'en général, ces aides ne sont éligibles que si ce sont des logements qui sont majoritairement des logements d'habitation. Mais beaucoup des logements dont on s'occupe sont des logements avec des commerces pieds d'immeubles ou quelques professions libérales minoritaires. Ça ne pose aucun problème. Elles sont, elles aussi, bénéficiaires. Ces lots sont aussi bénéficiaires des aides collectives parce que ce sont des aides aux syndicats de copropriétaires. Et puis, après ces aides, il y aura un reste à charge plus ou moins élevé. Et bien, ce reste à charge va pouvoir être financé. Et il faut évidemment beaucoup s'occuper du reste à charge. Les subventions, c'est important, mais il faut trouver des solutions pour le reste. Ça peut être financé par le fonds de travaux, mais comme le fonds de travaux n'est souvent pas très élevé, nous, on vous encourage plutôt à payer les études avec le fonds de travaux. Ça facilite la réalisation d'études. Je vous encourage à surtout pas négliger les études, AMO et maîtrise d'œuvre. C'est elles qui vous permettront d'avoir un projet de qualité. Et puis ensuite, vous aurez pour payer le reste à charge l'épargne, si les gens ont la chance d'en avoir, des prêts individuels, si les gens veulent se débrouiller de leur côté, et des prêts collectifs qui sont évidemment la clé de la réussite d'une opération. Je vais les détailler un tout petit peu. Dans l'ingénierie financière, on va vous faire des simulations. Si on arrive, j'ai inventé les montants, mais si on arrive en disant « Bonjour, le scénario rénovation globale est à 15 000 euros », il y a de grandes chances pour que tout le monde dise « Oh là là, mais c'est beaucoup trop cher, je les ai pas ». Si on dit c'est à 15 000 euros, mais qu'il y a 4 000 euros de subvention et que par ailleurs, ce qui vous reste à charge, je vous monte un prêt qui vous fera 97 euros de remboursement mensuel, et qu'il y a 42 euros d'économie d'énergie, ce qui vous fait 55 euros d'effort par mois. Alors, en plus, 55 euros pour mettre en œuvre beaucoup de travaux qui sont nécessaires de toute façon. Là, beaucoup de ménages vont se dire, ah oui, 15 000, c'est impossible, 55 euros par mois pendant 15 ans, c'est tout à fait réaliste. Donc, évidemment que les montants, je les ai inventés, mais c'est juste pour que vous représentiez l'importance de présenter correctement les quotes-parts de travaux à réaliser. Parce que les travaux importants, il est très rare qu'on les paye directement avec son épargne, on les paye avec des prêts en général. Veillez à faire des informations spécifiques pour les bailleurs. Quand il y en a beaucoup sur une copropriété, ça change tout de faire des informations spécifiques pour eux. Sinon, ils peuvent être assez opposants au projet. Quand on veille à bien leur expliquer les choses d'un point de vue bailleur, ça change tout. Et puis, c'est bien beau de dire il y a des subventions, il y a des prêts, etc. Mais il faut apporter les solutions. Donc, nous vous apporterons le montage des prêts, les contrats de certificat d'économie d'énergie, le montage de MaPrimeRénov'. Et sur les prêts, je vais aller un peu plus loin parce qu'on va vous avancer MaPrimeRénov'. Les aides en général arrivent après les travaux. Vous avez vos appels de charge pendant les 12, 15, 18 mois de travaux. Vous devez les payer, puis la prime va arriver après. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous avancer cette aide pour que vous n'ayez pas à le faire. Et puis, on va aussi vous proposer un prêt à taux zéro. Je vais en parler juste après. Je vais pas reparler de MaPrimeRénov' copropriété. Ça a été très bien expliqué par Elio juste avant.
et l'obligation d'AMO. Alors, vous aurez compris que on est AMO, même si on fait maître d'œuvre en même temps, ça fait les deux en un. Pareil pour le coup de pouce certificat d'économie d'énergie, ça a été bien expliqué. Et dans les deux cas, il y a une bonne cohérence entre ces deux aides. Il faut faire 35% d'économie d'énergie. Donc, je vais passer sur le prêt. Le prêt collectif, c'est un outil très puissant parce qu'il permet à tous les copropriétaires de bénéficier d'un prêt, à quelques exceptions près. C'est la copropriété qui s'engage dans un prêt. Donc, la copropriété le passe en assemblée générale, mais les copropriétaires qui ne sont pas intéressés par ce prêt n'y participent pas. Ils ne sont pas concernés. Donc, c'est un prêt collectif, mais à adhésion individuelle. Chaque copropriétaire va dire, moi, je veux 0 parce que je me débrouille pour financer ma quote-part. Moi, je veux toute ma quote-part en prêt parce que j'ai pas d'épargne, que je veux pas y toucher. Ou entre les deux. Moi, j'ai 2 000 euros sur mon compte courant, donc je vous demande ma quote-part moins 2 000 euros. Donc, chacun demande le montant qu'il veut. Grâce à une caution obligatoire, donc une forme d'assurance, il n'y a pas de solidarité entre emprunteurs. Si un emprunteur ne rembourse pas correctement, la copropriété n'est pas mouillée, n'est pas concernée par ce mauvais payeur et c'est la caution qui s'en occupe. Et grâce à ça, on peut prêter à la plupart des copropriétés à condition d'avoir fait leur programme de travaux. Il faut qu'on ait fait soit l'offre tout intégrée comme je l'ai décrit, soit au moins l'AMO. On peut aussi ne pas tout faire, on peut faire juste l'AMO, mais on doit être occupé de la conception technique et financière du projet. Et on pourra pas prêter à des copropriétés mal gérées, c'est-à-dire avec un très gros taux d'impayés. Au-delà de 15-20%, c'est compliqué. Et on ne pourra pas non plus prêter à des copropriétaires qui sont interdits bancaires, c'est formellement interdit. On ne pourra pas prêter à des copropriétaires qui ne payent pas correctement leurs charges de copropriété courante. Jusqu'ici, on n'a pas encore refusé de copropriétaire, donc c'est quand même assez rare ces cas. On pourra prêter à tous les âges. Il y a 0 condition d'âge et une personne de 92 ans qui vient demander un prêt sur 15 ans, il y aura droit. Ou au contraire, un jeune couple de 30 ans qui vient d'acheter mais qui est au maximum de son taux d'endettement et qui n'a plus accès aux prêts sur le marché, aux prêts personnels, pourra emprunter jusqu'à 21 000 euros. Il y a 0 condition d'âge, mais pour emprunter sans qu'on regarde votre capacité de remboursement, il y a un plafond qu'on met aujourd'hui à 21 000. Au-delà de 21 000, on va simplement regarder la capacité de remboursement. Et dans cette capacité de remboursement, on va tenir compte du fait que le projet vous aide parce qu'il fait des économies d'énergie. Donc, il y a vraiment un accès très large au crédit. Aujourd'hui, on peut proposer des taux qui sont bas, voire très bas, grâce à un partenariat qu'on a avec la Banque européenne d'investissement, qui nous prête de l'argent pas cher et qu'on reprête derrière aux copropriétés. Et on arrive à faire maintenant, alors en plus l'État nous permet de distribuer l'éco-prêt à taux zéro, donc là c'est ce qui est le plus intéressant, c'est un taux nominal de 0%. Et ensuite, quand il y a des travaux qui ne sont pas éligibles au prêt à taux zéro, le taux qu'on propose aujourd'hui, taux TAEG, un compte à la caution, c'est 1,66% en ce moment, c'est évidemment susceptible de changer. Et juste un mot pour se demander ce qu'on fait maintenant selon votre situation. Bon, dans tous les cas, vous pouvez vous faire aider par votre conseil FAIR. Si vous êtes un peu perdu, si vous ne savez pas où vous en êtes. Mais si vous êtes déjà motivé, que vous savez que vous avez besoin d'un ravalement, vous avez envie de vous y lancer bientôt, et si vous pensez que les autres copropriétaires pensent qu'il y a besoin d'un ravalement, vous pouvez lancer les études de conception. N'attendez pas. Ne faites pas d'audit, mais confiez-nous directement les études de conception. C'est 1 an de gagné, et ça a été dit tout à l'heure, les aides MaPrimeRénov' copropriété sont pas garanties pour longtemps. Il faut avoir fini les travaux avant décembre 2024, mais surtout, il faut les avoir votés avant décembre 2022, dans 1 an et demi. Donc, n'hésitez pas à vous lancer tout de suite dans la conception. Si vous êtes motivé, mais vous êtes encore un peu perdu, les autres copropriétaires sont hésitants, peut-être qu'ils veulent y aller, peut-être pas, vous pouvez commencer par l'étape d'avant, qui est un audit. La différence, c'est qu'un audit, c'est, alors, ça va vous faire prendre quelques mois avant, mais quand vous êtes perdu, vous n'êtes pas sûr de vouloir faire des travaux, il faut commencer par ça. C'est 3 fois moins cher qu'une conception, 3-4 fois moins cher. Alors, ça la remplace pas, hein, évidemment, mais ça permet de se lancer à moindre coût. Si vous faites un audit ou un diagnostic global, veillez vraiment à ne pas avoir un audit énergétique seulement, mais un audit global, c'est-à-dire un audit architectural, énergétique et financier. Il n'y a que ça qui vous aidera vraiment à envisager les travaux à réaliser. Et vous allez sortir entre 80 et 200 euros par logement, selon la taille de la propriété pour un vrai audit. Et puis sinon, vous pouvez aussi retenir une AMO seule. Et nous, on fera des AMO dans 2 cas. D'abord, si votre projet est déjà en cours et que vous avez déjà votre architecte, votre bureau d'études, qui vous manque l'AMO, vous pouvez venir nous chercher. Ou alors, si votre projet est complexe ou que pour n'importe quelle raison, vous souhaitez distinguer l'architecte ou le bureau d'études de votre AMO.
Dans ce cas-là, on peut intervenir en AMO seul. C'est un tout petit peu moins simple parce que vous avez plusieurs intervenants, mais on a par exemple des gens qui souhaitent avoir un cabinet d'architectes en propre, et c'est tout à fait compréhensible. Dans ce cas-là, on va intervenir en AMO seul. Certains souhaitent avoir de l'aide pour sélectionner leur architecte. Donc, ils nous missionnent comme AMO avant et on va les aider à sélectionner l'architecte. Ou des projets très techniques. On fait en ce moment plusieurs immeubles de grande hauteur. On sépare. Donc, il y a certains cas où on peut être AMO tout seul. Et pour ça, vous pouvez nous retenir à n'importe quelle étape du projet. Le contenu de la mission d'AMO a été décrit préalablement par Elio. Je rentre pas dedans. C'est à la fois social, technique et financier pour vous aider à piloter le projet qui est réalisé par un maître d'œuvre. Et puis, autre piste pour avancer, on a créé une formation gratuite en ligne. C'est un MOOC, donc comme ça qu'on appelle les formations gratuites en ligne à grande échelle, qui s'appelle Renoco Pro, que vous trouverez sur le lien indiqué ici, sur le site MOOC Bâtiment Durable. Là, il y a déjà eu 2 sessions et il y a plus de 2000 personnes qui sont allées jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, on estime que c'est un effort d'à peu près 1h30 par semaine, fois 5 semaines. C'est à peu près ça la quantité de travail. Et après ça, vous aurez vraiment toutes les billes pour piloter le projet. Il y a un très gros taux de satisfaction et vous pouvez vous inscrire maintenant. Ça commence le 23 mars et ça durera sur le mois d'avril, début mai. Et voilà, je vais en terminer en disant qu'on a travaillé pour 76 copropriétés. Alors attention, uniquement en Île-de-France pour notre cas. Ça représente plus de 12 000 logements et on a plus de 3300 votes de travaux qui ont été réalisés. En moyenne, c'est 48% d'économie d'énergie. Je pense que ça vous fait relativiser les 35% exigés. Donc, on arrive à des moyennes qui sont élevées et les ménages sont de tout niveau de revenus, à revenus modestes, moyens ou aisés. C'est donc pour tout le monde la rénovation globale aujourd'hui. C'est le moment de se lancer. Et on pourra parler un peu plus en détail de tout ça dans ma salle à la fin. Voilà, merci Raphaël. Là, je coupe la présentation. Merci pour cette présentation là très complète, comme et claire, comme à ton habitude. Alors, on a des questions effectivement qui se posent. Peut-être une petite question technique sur les copropriétaires qui sont âgés, hein, qui fait un prêt sur 15 ans et qui décèdent. Ou ça peut arriver pour une autre personne. J'ai pris un cas extrême de 92 ans. Et là, on n'est pas si la personne décède, c'est quand elle va décéder. Statistiquement, les personnes qui vont à 107 ans. Donc, évidemment que ça s'est prévu. Le prêt doit être soldé. Ou alors, les héritiers peuvent venir nous voir en demandant s'ils peuvent reprendre la dette. Les deux sont faisables. Mais normalement, le prêt est dû. Ce qui veut dire que les héritiers vont hériter d'un bien qui vaut 200, 300, 400 000 euros et d'une dette de 8, 10, 12 000 euros. Donc, il y a évidemment pas de problème du point de vue financier. Il faut juste gérer ça au moment de l'héritage. Ouais. Une question sur les aides pour financer l'audit. Alors, les aides pour financer l'audit, ça dépend des territoires. Il n'y a pas d'aide nationale aujourd'hui pour financer l'audit, mais il en existe sur la ville de Paris, sur Paris-Ouest La Défense et sans doute pas mal d'autres territoires. Mais là, il faut voir cas par cas. Ouais. Finalement, la question globale qu'on peut se poser, là, c'est François qui la pose, c'est avec toutes ces aides, finalement, on voit que les aides sont importantes, c'est 2E, MaPrimeRénov' et ainsi de suite, depuis quelques années. Comment se fait-il que la rénovation énergétique n'explose pas, qu'on soit pas au niveau? Alors d'abord, les aides sont, à mon avis, bien faites depuis seulement 3 mois. Donc, ça veut dire que j'espère bien que la rénovation énergétique en copropriété va exploser dans les prochains mois. Les aides étaient, à mon avis, assez mal faites jusqu'à pas très longtemps. D'abord, à la place de MaPrimeRénov', il y avait un crédit d'impôt, c'est-à-dire quelque chose que vous perceviez, dont vous saviez vraiment si vous alliez le toucher plusieurs mois après la fin des travaux. Donc, très incertain. Ensuite, rien qui n'encourageait à la rénovation globale. Donc, ça poussait plutôt à faire de la rénovation par petits bouts, ce qui est très peu performant. Donc tout ça aujourd'hui est bien mis en place avec l'obligation d'AMO en plus, qui est une très bonne idée. Tout est bien en place depuis, ça a été annoncé au mois d'octobre et on a eu les détails au mois de février. Donc si je suis précis, même c'est vraiment en place depuis un mois. Donc on s'attend et on espère que ça va exploser au niveau national, exploser positivement. On espère qu'il n'y aura pas de mauvaises pratiques. Je vois qu'il y a une question sur faut-il être méfiant vis-à-vis de certaines pratiques, offres d'assistance. Comme tout ça est tout nouveau, je vous encouragerai toujours à être méfiant parce que on a vu des pratiques catastrophique sur la maison individuelle sur les offres à 1 euro, certaines pratiques catastrophiques sur les offres gratuites en copropriété. Il n'y a pas que des catastrophes, il y a des gens qui travaillaient bien. Nous, on a travaillé une fois, on a aidé une copropriété à choisir son offre à 1 euro. C'est Elio qu'on a recommandé. Donc l'offre gratuite d'Elio était la plus sérieuse, mais on avait aussi énormément d'offres d'extrêmement mauvaise qualité
Et donc, faire très attention. Le principe pour essayer de retenir correctement un prestataire, c'est de se demander ce qu'on attend de ce prestataire et de faire une consultation. Et de retenir sur la base du prix, bien sûr, c'est un critère important, mais jamais sur la base du prix uniquement. C'est quelles sont les prestations et les références de cet intervenant, quel est son prix. Et pour bien pouvoir comparer les offres, il faut avoir fait un petit cahier des charges. Je ne vais pas dire que vous devez faire un cahier des charges de 20 pages, hein, mais essayer de définir ce que vous attendez. Ouais, il faut travailler pour choisir, oui, bien sûr. Voilà, merci, merci Raphaël pour cette présentation.